Voilà, donc soyons fous et commençons directement à enregistrer ici, sans aucune préparation. Je viens de penser à l'idée de faire cette vidéo parce que... Ah oui, ça y est, je sais. C'est sympa de pouvoir des fois retrouver le chemin de ses pensées, enfin surtout pour moi qui ai un trouble de l'attention, ça permet de voir à quel moment je me suis dispersée en fait. C'est à cause de ça, parce que je faisais mes ongles, et je me suis souvenu que ma mère m'avait offert ça. Avec, tout un truc que je n'utilise jamais, c'est pour se limer les ongles. Mais moi je kiffe me couper les ongles, et je n'aime pas les limes électriques et tout, enfin bref. Et ça me fait tout de suite un paf de nostalgie en fait. Parce que je n'arrive pas à faire le deuil de ma mère, je pense. Parce que en fait, une mère, je sais pas, je pense que Freud, il dirait, je fantasme ma mère, quoi. Ça veut dire, enfin, de toute façon, enfin, je veux dire, on fantasme tous nos parents, hein, d'une certaine façon. Hein. Après, c'est vrai que le fantasme, finalement, je commence seulement à comprendre vraiment ce que c'est. Et je pense que ça demande finalement d'étudier la psychologie pour savoir qu'un fantasme, c'est pas genre un fantasme sexuel, c'est juste, le fantasme, c'est une création de nos pensées. Tout simplement, mais elle est biaisée parce que bah voilà, déjà c'est dur d'être objectif. Donc voilà, moi je fantasme pas ma mère, mais je fantasme la mère. J'adore j'adore cette idée, cette image, c'est beau, voilà, je veux dire de toute façon tout le monde, hein, on a le culte de Maria, de Marie, la Vierge Marie, de la aussi la reine, la déesse mère de la déesse mère nature, qui est très plantureuse, avec des anges, des saints et tout. Moi, mes tableaux, ils reprennent depuis un moment, mes tableaux, c'est ça, en fait, c'est ça qui m'inspire. Alors voilà, et comme je disais dans la vidéo d'avant, ça y est, j'ai vu le psychiatre. En fait, mais j'avais peur, et là, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui s'apprêtent à passer le diagnostic, parce que c'est très stressant, parce que on se sent pas légitime en fait. Quand on est comme moi, qu'on est intelligent, qu'on paraît normal, qu'on parle, qu'on finalement n'a pas trop de difficultés parce qu'on a réussi dans toute sa vie, surtout quand on est une femme, à bien les dissimuler euh, et à composer avec et tout et tout. Et donc voilà, j'avais qu'une peur, c'est de me retrouver face à un psy qui me disait, un psychiatre lors du diagnostic, qui me disait non mais c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que vous foutez là, en fait. Et non, il m'a dit, ils m'ont surtout dit, donc c'était un psychiatre, un infirmier, plus une stagiaire qui est très discrète, en fait, donc ça, du coup, c'était parfait, c'est comme si, c'est pas comme si elle était pas là, mais elle avait une présence très effacée, ce qui est appréciable au final. Moi, ça va, je n'étais pas dérangée d'avoir un public comme ça, neutre. Et au contraire, c'était une fille, donc comme moi. Ces notes-là sont tellement sales. Et, euh, et, euh, et donc, c'était vraiment génial. Parce que, donc voilà, en fait, il faut refaire sa biographie. Donc, on refait sa biographie. Je pense que, voilà, ceux qui savent pas, quand, le diagnostic. En théorie, tu fais une partie où c'est ta mère qui va répondre aux questions. Et ton père. Mais bon, moi, je parle plus à mes parents. Donc, puis ma mère. De toute façon, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je sais que si ma mère avait passé le l'examen pour faire ma biographie, elle aurait dit oh, bah, je me souviens pas, je me souviens pas, je me souviens pas. Elle se serait souvenue de rien, mais comme moi, je me souvenais de rien. Et donc j'ai fini par en conclure surtout. Donc là, en fait, on avait fait la maternelle et la primaire. Alors moi, très indisciplinée, j'arrive pas à me fixer à une date. À chaque fois, je dis ah oui, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je passe à tout. Enfin voilà, mais lui, il voulait faire. Alors en CE2, qu'est-ce qui s'est passé? En CE1, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai aucun souvenir que ce soit en CE2 ou en CE1, donc c'est juste, bon bah dans la primaire, je me souviens de tel événement, tel événement, tel événement, qui sont mélangés dans les 3-4 ans que dure la primaire, et c'est tout, et j'ai pas de souvenirs, et en fait, je leur ai dit, mais je pense que moi, mes souvenirs, ils sont totalement biaisés par ce qui se passait dans la famille, ce qui se passait hors école a pris le pas sur ce qui se passait à l'école, finalement, et je pense que peut-être l'école était justement une sorte de temps de répit, que bon, j'en avais forcément pas conscience, mais y a des chances que ce soit ça, que ce soit passé comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et donc voilà, donc on a fait tout l'entretien, j'ai foutu ça dans un pot, comme ça là. Là j'étais en train de faire une fiche qui est magnifiquement propre, pour une fois.
Et donc il m'écoutait parler, donc déjà avoir finalement une sorte de validation d'un public, c'est vraiment super cool. Quand on a passé toute sa vie à justement ne pas être validé, ne pas, enfin en fait presque, je sais pas comment dire, mais avoir honte de dire, enfin moi mon cas c'est que mon père c'est un pervers manipulateur, j'en ai déjà parlé, je pense que j'en parle à chaque vidéo. Ce qui fait que, et moi j'étais allée voir une première psy que j'avais découvert par une vidéo d'une femme autiste, une femme de 40 ans. Hein. Et elle expliquait vachement bien. Donc, et elle avait fait donc en free, quoi. Elle-même, elle avait fait, voilà. Son diagnostic, elle avait payé en privé. Et, et elle disait. Et donc voilà, elle parlait de cette dame qui était spécialisée, qu'elle remerciait beaucoup, qu'elle conseillait, quoi. Elle conseillait cette dame. Donc moi, bah, je suis allée la voir, vu que c'était à Paris. Euh, et, euh, et en fait, donc je lui ai raconté un peu, et elle a dit oui, donc je vais recevoir votre mère. Donc déjà, c'est quand même 350 balles. Mais j'étais tellement à fond à l'époque, c'était hyper important pour moi. J'avais pas encore, j'avais pas encore résolu, j'avais pas encore lâché mes parents. Alors que ça fait 8 ans que je faisais une thérapie, j'ai vu 3 thérapeutes différents qui m'ont tous dit, votre père c'est un pervers manipulateur, etc. Mais à cette époque-là, en tout cas, je n'avais pas encore lâché. Parce que c'est pas le tout de le savoir, déjà, il faut que ça monte à ton cerveau. Et moi, c'était pas encore monté. C'est encore du mal à monter, mais bon, voilà, je ne vois plus mon père, quoi. Mais à ce moment-là, je me disais, voilà, si je suis autiste, en fait, et lui, et le psychiatre, il a très bien compris, si finalement je suis autiste, ça va justifier, comme tous les troubles que j'ai, et ça va me sortir de cette culpabilité dans laquelle je suis. Parce que le psy, à la fin, le psychiatre, quand il faisait le résumé, il disait, il écrivait sur sa feuille, il écrivait donc culpabilité, je me souviens plus, je me souviens juste de culpabilité, j'avais envie de lui dire, bah non, je me sens pas. Parce qu'il me disait, mais c'est pas de votre faute et tout ça. J'ai dit, mais moi je sais. Et mon psy, il me dit aussi en ce moment, il me dit, je fais une thérapie chaque semaine, il me dit, voilà la dépression, parce que là, je refais une dépression, parce que ma vie est compliquée en ce moment, sur le plan couple, et j'ai un petit burn-out du premier semestre qui a été vraiment difficile. J'ai eu mes notes, oui, c'est vrai, dans la vidéo d'avant, je disais que mes notes, j'allais les avoir. En fait, c'est trop con. Je passe du coq à l'âne, c'est typique de moi. C'est typique de quelqu'un qui a de toute façon un trouble de l'attention et qui a une pensée en arborescence, mais c'est pas grave. Et donc j'ai eu 12,85. Enfin, ce qui est bien, je veux dire, bon, j'ai bossé, hein, franchement, j'ai bossé très bien pour ce semestre, mais donc voilà, j'ai eu une note qui n'a pas été comptabilisée, et en fait, euh, il y avait un partiel. C'est vraiment quand même, je trouve, un truc de bâtard. Ils nous ont foutu ça le lundi de la rentrée, enfin voilà, après les vacances de Noël, de 8h30 à 9h30. Enfin, moi, je pense que j'en pouvais plus, ça n'a pas marché, quoi. Donc, je pense que j'ai eu 7/20. Mais sauf que bon, il y a toujours contrôle continu, contrôle terminal, et c'est 50-50. Donc là, j'avais fait le contrôle. Enfin bref, et donc du coup, j'ai une note qui n'a pas été prise en compte. Mais on va dire tous les trucs où il fallait rédiger. Par exemple, bon bah, on avait le cours Introduction à la psychanalyse où le prof était vachement sévère. Du style, il a commencé le semestre, c'était vraiment un espèce de mec comme Freud. Et il disait, oui, bah, de toute façon, les L1 ne savent pas faire de dissertation, ils savent pas bien écrire, donc en général, les notes vont entre 0 et 5. Allez, merci beaucoup pour commencer le semestre. Enfin, pour commencer, pour te présenter, là, c'est magnifique. Et donc, moi, j'ai eu 15 ans dans cette matière. Donc, c'était vraiment une super bonne note. Puis voilà, des trucs où des gens ont eu des sales notes. Moi, j'ai eu un 16, alors que, je sais pas, la moyenne de la classe, ça devait être 8. Enfin, bon, c'est un truc chiant. Un truc un peu à la con, mais alors moi, je retiens juste ce 7/20 de merde. Voilà. Et puis après, je vois les moyennes des autres et je me dis, ah ouais, en fait, vas-y, les autres là, l'autre, elle a eu 14, vas-y, ça veut dire qu'elle est plus intelligente. Enfin, en fait, l'idée des notes, j'ai vraiment l'impression qu'on me colle une étiquette qui veut dire, tu vaux 12,85. Voilà ce que tu vaux. Bon, moi, toute ma vie, je valais 10/20, alors on va dire que c'est déjà un bon progrès. Mais donc, il me parle de cette culpabilité, et moi, je me reconnais pas. Mais je lui dis quand même, j'ai vécu le côté, ça j'ai eu une prise de conscience, et je crois que j'en parlais dans la vidéo d'avant même, où je disais, bah il y avait une grosse incohérence dans le discours de mes parents, à dire, nous, on a les bons parents, on fait bien,
On est même, tu sais, à dire... c'est bizarre de dire tu sais, c'est pas grave. À dire que eux, ils étaient même meilleurs que les autres. Genre, ils allaient jusque-là. Enfin, franchement, aucune idée. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et à dire, bah voilà, c'est toi. Enfin, comme font tous les parents, de toute façon, manipulateurs. C'est toi, le problème, c'est toi, c'est pas moi. Tu fais mal. Et c'est pour ça que c'est comme tu fais mal que, de toute façon, on en arrive à te traiter mal. C'est parce que tu fais mal. Et forcément, l'enfant, il sent. Au fond de lui, son cerveau dit... Parce que les enfants ont un très fort sentiment de ce qui est juste ou de ce qui est injuste. Ils ressentent ça intrinsèquement et instinctivement très fort. Et moi, mais je ressentais. Et je ne trouvais pas ça cohérent, j'imagine. Mais tu peux pas du tout, quand t'es enfant, conscientiser ça. Donc finalement, dans ton inconscient, on te martèle un message genre tu n'es pas un bon enfant, tu retiens ça. Donc tu as une culpabilité. Tu as une culpabilité de pas y arriver. En plus, enfin, si j'avais le TDAH, donc c'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit en fait de toute façon, et c'est ça là et le but de cette vidéo parce que de cette vidéo parce que je suis sortie de cet entretien complètement à plat, mais en même temps c'était fou. Je peux vous dire que quelqu'un te valide que oui, toute l'éducation de merde que tu as reçue, tout ce manque que j'ai certainement eu déjà de mes 0 à 2 ans, parce que ma mère était dans un conflit énorme à ce moment-là, et qu'elle a pas dû me donner certainement ce qu'il y avait, et quand on étudie psycho, on voit les ravages que ça fait, on voit qu'il y a des enfants, s'ils n'ont pas de soins maternels, se laissent mourir, ils en meurent, en fait c'est pas... Enfin oui, ils se laissent mourir et ils meurent, littéralement, ça s'est produit, et c'est assez horrible. Euh, et... euh, Et on voit, enfin il m'a dit aussi, quand le bébé sort du ventre, il n'est pas encore fini. Euh, Par exemple, un bébé singe qui sort du ventre, c'est comme s'il avait 2 ans. Au regard d'un être humain, si on compare, même si c'est pas comparable, genre il a une évolution de 2 ans. Donc le bébé, il doit finir, son cerveau doit se finir alors qu'il est déjà sorti dehors, dans le monde. Et en fait, ça se fait via sa mère. Ça, c'est un autre auteur qui a capté ça, que finalement, tout le devenir humain se fait par le biais essentiellement de la relation avec la mère. C'est Spitz, il s'appelle Spitz. Spitz. Et bah, c'est très intéressant, ça montre bien les séquelles que peuvent laisser finalement une absence de soins adaptés. Et moi, il m'a dit de toute façon, en fait, que le diagnostic tombe d'autisme ou non, c'est très très difficile à savoir, vu que en fait, de toute façon, les enfants traumatisés avec une éducation comme ça, avec enfin les enfants de pervers et tout, ont souvent de toute façon des troubles proches de ceux de l'autisme. Mais peu importe, il m'a dit faites le dossier MDPH et tout ça parce que vous avez des séquelles qui méritent d'avoir une reconnaissance de handicap et d'avoir en fait toutes les thérapies adaptées qui vont aider. Et en fait ça c'est un autre truc que j'ai envie de dire et que peut-être si on n'est pas forcément... Mais comme moi en fait. Moi en fait c'est ça qui est fou, c'est que moi je travaille depuis 5 ans avec des autistes et tout ça, avec des méthodes de thérapie, enfin pas de thérapie mais de prise en charge on va dire cognitive. En fait, c'est des TCC, thérapie comportementale et cognitive. C'est ça qu'on fait quand on fait de l'ABA. Même si je suis pas pro ABA, je le dis à chaque fois. Enfin, pas totalement en tout cas. Je trouve qu'il y a des trucs super et tout, mais un peu trop dressage. Mais il m'a dit, moi j'ai été dressée, donc j'ai été aussi quelque part, j'ai subi ce conditionnement. C'est bizarre d'ailleurs que je le refasse, comme quoi on refait toujours, c'est horrible. Enfin, on refait toujours, non. Euh, ne généralisons pas, mais en tout cas, je suis retombée dedans un peu d'une certaine façon, peut-être pour justement avoir l'opportunité, la vie nous remet toujours face à ce qu'on a subi, en fait. Par exemple, dans un de mes cours, ça c'est super intéressant, c'est un pompier, un prof qui est pompier, un beau gosse et tout, de psy, donc un psy, donc il travaille avec les pompiers, il dit qu'il a un des pompiers qui a vécu une expérience où son masque s'est plaqué sur sa bouche, et il ne pouvait plus respirer, c'était pendant un incendie, et du coup, bon bah, en même temps, ça l'a sauvé la vie, ça lui a sauvé la vie, parce que sinon, il aurait aspiré les fumées, mais voilà, il a fait une grosse crise d'angoisse. Et donc, il réussit à faire dire à ce pompier, et donc après ça, donc traumatisé suite à ça, et tous les symptômes de trucs post-traumatiques comme revivre, enfin, genre s'isoler, revivre des scènes pénibles, et tout ça. Euh, et il arrive à sortir, en fait, le mec, que son meilleur ami a disparu pendant genre 4 jours, et en fait hein, il a découvert un jour sur Facebook que finalement, enfin il a vu sur Facebook, comme ça arrive à pas mal de gens, genre RIP à lui et tout, et en fait à ce moment-là, donc il s'était pendu, le mec, donc pendaison, c'est manquer d'air et tout ça. À ce moment-là, lui, il a hurlé,
Il y a eu un hurlement qui est sorti, il dit que c'est en fait le hurlement l'a traumatisé, son propre hurlement l'a traumatisé, et ça l'a fait suffoquer, et c'est son père qui était kiné qui a le tapé ou je sais pas quoi pour faire hop, qui respire de nouveau. Puis il a analysé, mais en fait c'est comme si une partie de vous était morte. Ce jour-là, une partie de vous est morte avec cette personne, et bon, c'est pour ça qu'il est devenu pompier, comme pas mal de pompiers vont vouloir réparer, ou comme moi, vont vouloir devenir psy pour peut-être se réparer via, ou alors, moi, c'est... Il y a peut-être de ça, en fait, me réparer en aidant les autres, mais en même temps, je suis pas sûre si on le fait pas pour les bonnes raisons, je pense pas que ça répare efficacement. Se réparer en aidant les autres... ça y est, voilà, ça c'est typique des trucs qui m'arrivent, des fois, genre des gros bugs, parce que la pensée, au bout d'un moment, ne circule plus correctement, dans un fluide qui part trop. Et pour en finir sur ce gars pompier, en fait, il s'en voulait aussi énormément, d'où le conflit, il s'en voulait énormément de ne pas avoir pu sauver son ami. Et moi je pense toujours que la vie donc te remet des événements comme ça. Il a eu un ami, un bon ami à lui, qu'il a appelé un jour en lui disant qu'il avait pris des comprimés. Donc il revit vraiment la même chose, genre le suicide d'un ami. Et à ce moment-là, il sait quoi faire. Et il appelle, enfin bref, il fait les choses qui permettent de sauver son ami, quoi. Et ça lui permet de se réparer. Et genre, après ça, il fait une thérapie et il se répare, quoi. Mais en gros, enfin voilà, quand il disait la culpabilité, moi ça me parlait pas, mais en fait, après quand il a décrit des choses, genre le fait de finalement vouloir aider les autres parce qu'on se dit je dois faire ça, je dois aider les autres, c'est ça qui va me faire sortir de la culpabilité. Et genre passer le diagnostic, pour moi c'était, en fait ce sera quelque chose, ce qui m'est arrivé c'est inné. Et en fait si c'est inné, comme l'autisme c'est inné, on est avec donc, ben c'est pas de ma faute en fait. Mais il faut, enfin il m'a dit c'est bien que vous fassiez cette démarche parce que mentalement, enfin genre c'est, en fait ça se passe vraiment dans le, moi je suis totalement consciente que c'est pas de ma faute. Enfin oui, j'arrive à me dire, enfin voilà, si je projette ce que je vis sur un autre enfant, je me dis voilà, cet enfant, j'aurais totalement pitié de lui et je comprendrais à 100% qu'il ait tous les comportements et je ne dirais en rien à cet enfant c'est ta faute. Mais sauf que moi, c'est quelque chose qu'on m'a vraiment fait rentrer dans le cerveau et tout, et donc mon inconscient il est imprégné de ça et c'est de ça qu'il faut que j'arrive à sortir. Et je sais pas, mais l'entendre d'un psychiatre qui est donc à même et tout ça, de faire des diagnostics, et qui me disent oui, vous pouvez, voilà, je vais vous prescrire des antidépresseurs, et c'est juste, voilà, il est apte à faire ça, il est apte à faire des diagnostics, et donc c'est un vrai médecin qui va vous dire ça. Donc voilà, donc si vous doutez, enfin je conseille ça de toute façon, ne serait-ce que pour avoir l'AMDPH qui vient finalement reconnaître un handicap et qui vient peut-être pouvoir aider après à payer, enfin à prendre en charge du coup des thérapies comportementales. Et en même temps, si j'ai ce diagnostic, je peux mettre ça devant mes parents, me dire regardez les gars, en fait là je passe énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent à réparer les dégâts que vous avez en partie causés. Après, j'ai envie de conclure sur quelque chose de très important. Ce qui change la vie, ce qui aide à avancer, c'est de prendre ses responsabilités dans chacun des actes qu'on pose. On est responsable de nos actes, on est responsable de notre vie, on est responsable de ce qui nous arrive, même si c'est à nuancer. On appelle quand même à nous des choses, quoi. Et donc, c'est aussi à nous d'essayer d'appeler... Non, ça fait trop... Enfin, je pense qu'en se réparant, les choses, de toute façon, vont venir à nous toutes seules, naturellement, en se redonnant de l'estime et tout ça. Et on ne va plus attirer à nous, entre guillemets, des gens nocifs. Et on va attirer à nous de la bienveillance. Voilà. C'est tout.